Bonjour, je suis Béatrice et je vais vous lire le chapitre 50, Retrouvailles à Silbojok. Le convoi fit halte devant une ferme servant de relais qu'Ishko n'avait pas connue auparavant. Le paysan profitait du début de fonte pour préparer les lopins de terre destinés au semail. Il arrêta sa tâche en voyant la colonne des chevaux lourdement chargés. Ishko reconnut Knut Clementsson. Oh, il se serait passé de cette rencontre. Le jeune paysan semblait dans le même état d'esprit. Tandis que les convoyeurs amenaient les chevaux, mangeaient du foin et nettoyaient leurs sabots, les deux hommes s'observèrent. Marcus Sand et le pasteur Karl Pontanus devaient comprendre l'existence d'un lien, mais ils ne pouvaient savoir lequel. « Bonjour, Knut !» Le paysan hocha la tête, évitant de regarder Ishko dans les yeux. Une jeune femme sortit de la ferme en tenant un enfant dans les bras. Elle avait les yeux rapprochés, une mâchoire proéminente, des hanches solides et un regard qui paraissait d'instinct trier les visiteurs en fonction de leur dangerosité. Que lui avait raconté Knut ? C'est le petit Clémé. Il est né à la première récolte l'an passé. En prononçant le prénom du gamin, Knut osa pour la première fois regarder Ishko. Surveillait-il une réaction ? Cherchait-il une réponse ? Ishko se demanda si le paysan savait dans quelles conditions exactes son père Clémé avait trouvé la mort. Marcus attira le cartographe à lui, tandis que le fermier partait chercher plus de foin. « Que lui avez-vous fait à celui-là ? Et son père a été arrêté à cause de moi et il est mort dans d'atroces tortures. »« Ah, malheur !» gémit Marcus. Knut revenait avec du foin qu'il jeta au pied des chevaux. Ishko tentait d'imaginer si Knut pouvait représenter une menace. Un paysan misérable, effacé comme Knut, ne demandait pas des comptes. Il subissait sans demander son reste, enchaînant de pitoyables récoltes, heureux d'éviter d'être envoyé à la guerre, priant son Dieu pour que la misère des semailles lui évite les revers des batailles. Il ressentit la pitié pour le paysan, mais n'en laissait rien paraître, se contentant de l'observer. Knut détourna de nouveau le regard. Il se désintéressa de la compagnie et repartit vers son champ. « Vous connaissez cet homme » demanda Pontanus lorsque Knut Clementsson se fut assez loin. Ce n'était pas une question. La réaction du pasteur était révélatrice. Il était aux aguets, s'intéressant particulièrement à Ishko. Il faudrait redoubler de méfiance. Je l'ai connu lorsque nous avons ouvert la voie de Najafjal, qu'il y a bientôt 10 ans. Il nous aidait, sur les conseils de son père. Les paysans qui participaient au convoyage étaient exemptés d'armée. Sage politique. Et ainsi ce paysan, que j'imagine bon chrétien, pouvait rester aider son père vieillissant. J'imagine, et distiller un peu de l'esprit du terrien par son comportement exemplaire dans ces terres impies. Mais vos retrouvailles ont été brèves. Knut piochait la terre pour dégager des pierres. Ishko songea que sa retenue n'était pas due uniquement à la culpabilité de se retrouver face à ce jeune homme dont il avait contribué à mener le père à la mort. C'était tout autant la présence du pasteur Pontanus, son regard qui, dès le premier contact, fouinait dans les âmes pour en extraire la moindre faiblesse. Le silence d'Ishko n'empêcha pas le pasteur d'afficher un bref rictus. Ils reprirent leur marche. Le froid de la nuit durcissait la neige qui s'accumulait sur le sol et les portait encore facilement. Ishko et Marcus montaient des cheveux lourds, au pas pesant, tandis que le pasteur Pontanus trônait sur un traîneau. On dirait qu'il se prend déjà pour un évêque. « Vous ne l'aimez pas trop, » remarqua Marcus. « Et pourquoi devrais-je l'aimer » Ishko se demanda si la noirceur des branches déteignait sur son humeur.
Karl Pontanus regardait le paysage alentour d'un air suspicieux, enveloppé de peau de renne, qu'il n'avait accepté qu'à regret, sans doute persuadé que ce simple contact pouvait l'ensorceler. Ils partent soumettre les lapons car leur pouvoir est incertain, poursuivit Isco. Leur pouvoir n'est que suspicion au lieu d'être partage. Par Dieu, baissez le ton, mon maître. Le vent peut porter loin les paroles imprudentes. L'imprudence serait de ne pas se méfier de cet homme. À Gradulac, la colonne des chevaux et des paysans se trouva face à celle des lapons, des rennes. Des années s'étaient écoulées. Les allures des uns et des autres ne changeaient pas. Le paysage était légèrement vallonné, des bouts de lac encore saisis par la glace. Le relais, plus important que celui de Knut, grouillait d'activité. Des femmes remuaient le contenu de 2 gros chaudrons. Les Suédois déposaient les marchandises au sol. Les moustiques tournaient autour, suçant les hommes, énervant les bêtes, mettant le ciel en mouvement. Les lapons récupéraient les ballots et les chargeaient sur les traîneaux ou directement sur les rennes. Insensible aux piqûres et aux hommes, se dit Ishko. On n'entendait que le clapotis des sabots dans la terre imbibée d'eau saumâtre. Marcus ne quittait pas Ishko d'une semelle. « Mais vous êtes sûr que c'est sans danger ?»« Qui a dit que c'était sans danger ?» dit Ishko. « Sont-ils tous sorciers ?» chuchota le jeune homme, encore moins rassuré. « Ah, si tu demandes à Pontanus, je ne serais pas étonné qu'il l'affirme. » Un paysan qui avait du mal à maîtriser un cheval pressé de partir, passa en les bousculant. Cela marqua le départ de la colonne, retournant sur la côte. Marcus essuyait des yeux avec un air d'envie. Le pasteur Karl Pontanus repartait avec les paysans. « Vous êtes sûr que vous avez besoin de moi ? Je pourrais garder un œil sur ce pasteur. » Isco lui mit dans les bras un colis contenant son astrolabe. « Va accrocher ça sur le traîneau et pose le trépied dessus. Ouvre grand tes yeux pour tes illustrations à venir. Nos cartes n'en seront que plus belles et plus chères. » Les paysans disparaissaient au loin, derrière la courbe d'un vallon. La caravane se mit en marche. Elle accueillit Archebloc sans qu'Isco ait perçu l'ombre de Davert, ou même entendu parler de lui. Il avait profité du voyage pour questionner discrètement les uns et les autres, autant sur Dover que sur Dardja et son fils Sakar. L'atmosphère déjà pesante se détériorait. Isco put se rendre compte lorsqu'après avoir remonté les lacs encore à moitié gelés, ils parvinrent au dernier relais de Rennes avant la fonderie de Silbodjok. Isco aperçut 3 des 6 lapons chargés d'attendre les caravanes, qui fumaient de longues pipes hollandaises sur les marches de la cabane. Leur discussion cessa à leur approche. Isco resta sur les marches. Les lapons l'observaient sans rien dire. Il n'en reconnaissait aucun. Isco s'assit auprès d'eux, ils restèrent ainsi un moment en silence. Isco fumait une pipe. Il fit tourner son sac de tabac parmi les lapons qui le prirent sans un mot. Ils bourrèrent leurs pipes. Marcus restait à distance, apparemment fasciné par les 3 hommes et l'apparence placide d'Isco. Ce dernier demanda s'il savait où se trouvaient Dover et Dardja. Les 3 hommes se regardèrent. « Est-ce qu'ils comprennent seulement ce que tu leur dis ?» interrogea Marcus, mal à l'aise depuis qu'il avait passé Gradslack. Il paraissait abruti d'Odji. « J'ai quelque chose à elle, dit-il aux 3 hommes. Ils parlèrent entre eux en lapon, puis l'un d'eux prit la parole, s'adressant directement à Ishko. Ils venaient tous d'une Sidag, 5 jours de marche au sud, et servaient ici depuis 2 ans. Ishko le faisait répéter, l'autre faisant un effort, puisant aussi dans son pauvre vocabulaire suédois. Mot à mot, il progressait. Il leur restait 1 an avant d'être autorisés à retrouver leur montagne.
Dovette est parti dans la montagne, dit celui assis au milieu, celui qui parlait un peu suédois. Dans le sud, là d'où on vient. Il garde nos rennes avec d'autres, il travaille pour nous, on les paie en rennes. Isco haussa les épaules. Mais tous les lapons partent dans les montagnes, ça ne veut rien dire. Dover a été sur la piste pendant des années. Pourquoi l'aurait-il quitté? Pour la même raison que les autres. On ne peut plus vivre. Quand il est revenu dans sa sida, au nord, il avait perdu ses rennes. Nous, on s'en sort à peine. J'ai besoin de son aide. Il a toujours été mon guide, un bon guide. On ne peut plus vivre, je vous dis. Ils prennent nos rennes pour les relais, ils prennent les hommes, ils prennent notre vie. Bah, et vous alors, pourquoi vous restez ici si vous ne pouvez plus vivre, s'agaça Marcus. J'y comprends rien. Le visage du lapon s'assombrit. Il traduisit la remarque de Marcus aux autres, qui s'animèrent aussitôt, un ton de reproche dans la voix. Beaucoup de nos rennes sont morts dans la montagne, reprit celui du milieu, sans quitter Isco des yeux. Nous, on nous force à être ici, alors qui s'occupe d'eux? On est 6 ici. Et Dover nous en remplace avec un autre berger. Comme si ça suffisait. Ceux qui s'occupent le plus de nos rennes, ce sont les loups. La caravane atteignit Silvojok le lendemain. Il était tombé de la neige fondue durant tout le trajet. Le sol était détrempé et encore glacé par endroits. Des dizaines d'hommes s'activaient pour concasser le minerai, alimenter le four en bois, charger les traîneaux. Il fallait expédier les derniers chargements avant l'été. La tension était à son comble, portée à son paroxysme par les contremaîtres, qui ne laissaient pas de répit aux mineurs. Un homme sortit du petit temple en bois construit au bord du lac. Isco eut la surprise de reconnaître le pasteur Laurentius Cochus. Le pasteur de Pitéa, qu'il avait retrouvé à la nouvelle église d'Argebloc 2 ans plus tôt, avait une tête ravagée. De lourds cernes lui tombaient des yeux. Il avait l'air bouffi, perdu. En apercevant Isco, un éclair de reconnaissance lui donna un sursaut de foi en la vie. Le pasteur Gochus était à ce point désespéré de son sort qu'il tomba dans les bras d'Isco et le serra contre lui, indifférent au regard des hommes qui les entouraient. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter pareille affection? Si mon maître, le pasteur Lénaeus, savait qu'on me laisse dépérir ici parmi les pires âmes du royaume, nul doute qu'il prendrait pitié. Marcus fut gêné de tels épanchements. Mais reprenez-vous, monsieur, les mineurs vous regardent, que vont-ils penser? Ce qu'ils pensent! Le pasteur Gotus éclata d'un rire sinistre. Mais que ce pays nous enterrera tous! Mais regardez! Il prit Isco par la manche de sa redingote et le tira jusqu'à l'arrière du temple, où une vingtaine de croix indiquaient le cimetière. La mort, murmura-t-il, l'air halluciné. La mort, elle me poursuit, elle me précède. Elle m'aime, Isco, dit-il d'une voix traînante. Elle m'aime. Gotus n'avait rien perdu de sa capacité à saisir son auditoire. Le pasteur avait dû accepter ce poste sur la route de Nanjal. Son épouse était morte en couche l'année précédente, et il élevait tant bien que mal ses 3 enfants survivants, dont les 2 aînés travaillaient sur place. Gotus roulait des yeux, au point que Marcus recula d'un pas, terrifié autant par ce pasteur d'Apocalypse que par ce lieu. Isco regardait autour de lui. Silvojok et son petit peuple évoquaient plus le martyre sans lendemain des Juifs d'Égypte que l'avenir florissant du royaume de Suède. Isco était frappé. Les hommes de Silvojok ne relevaient jamais la tête. Ils les voyaient esclaves de leur propre abnégation, ayant depuis longtemps accepté d'expier leurs fautes au nom du Seigneur, sur ce minuscule bout de rive cerné de forêts, de montagnes habitées de pierres magiques, d'esprits malins, des rapides puissants qui grondaient à les rendre fous.
Le pasteur Gotus devait exceller et leur faire perdre le moindre espoir. Il tira Ishko par la manche pour l'emmener dans sa cabane, faisant office de presbytère. Près de la cheminée, une femme remuait le contenu d'un chaudron. Elle tourna son visage vers les nouveaux venus et, croisant le regard d'Ishko, l'espace d'un éclair, reprit d'un geste vif sa position initiale. Dardja, mais que faisait-elle ici? Ma nouvelle épouse, indiqua le pasteur Gotus. Elle s'appelle Madja. Une pauvresse ramassée sur le chemin, ou presque. Madja, répondit Ishko. Il faut l'excuser, continua le pasteur. Elle n'a pas toute sa tête, elle ne parle presque pas. Quand je l'ai trouvée comme un oiseau blessé et que je me suis intéressée au salut de son âme, elle m'a juste dit qu'elle priait Dieu de lui donner des enfants, car elle-même ne pourrait jamais en avoir. Pour un peu, j'aurais pensé qu'elle blasphémait, comme si elle se prenait pour la Vierge Marie. Par chance, si je puis dire, je venais juste de perdre mon épouse, et les choses se sont faites ainsi. Le pasteur Gotus jeta un regard plein d'empathie à la femme, qui restait les yeux fixés sur le chaudron. « Et la bougresse n'a peut-être donc pas d'enfant, mais elle saurait bien comment en fabriquer, dit-il sans se rendre compte de la lubricité de son regard. Allez, oublions tout ça maintenant et réchauffons-nous. Ishko, je suis sûr que vous amenez avec vous de l'eau de vie. Buvons, il faut célébrer nos retrouvailles et faire honneur à notre Seigneur, où qu'il soit. À bientôt.